Pour comprendre quel impact ces nouvelles hostilités pourraient avoir dans la région, nous nous entretenons avec l'iranologue Annie Zaïé, qui est membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand. Madame Zaïé, bonjour. Bonjour. Alors, l'Iran vient de tirer des dizaines de missiles balistiques vers Tel Aviv au moment où on se parle. Est-ce que vous craignez un risque d'embrasement? On a vu la ministre des Affaires étrangères du Canada qui dit qu'il y a un tel risque. Oui, bien sûr. L'Iran n'a d'ailleurs pas tardé à riposter après l'attaque. Vous savez, il y a quand même une centaine de cibles qui ont été attaquées sur le territoire iranien. Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de ces attaques viennent du territoire même de l'Iran. Donc, cela veut dire qu'il y a une présence des services du renseignement et de la Mossad sur le sol iranien. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, évidemment, l'Iran a envoyé, on parle maintenant d'une centaine de drones qui ont été envoyés sur le territoire israélien. Donc ça, c'est un début d'attaque. Il y a une deuxième vague, là, comme je disais, au moment où on se parle. Il faudra voir à quel point le bouclier permet de bloquer cette attaque-là. Mais par le passé, on a eu d'autres moments où l'Iran a répliqué à des actions israéliennes. On n'a qu'à penser en octobre, en avril de l'année dernière. Et chaque fois, ça avait eu peu d'impact avec le bouclier antimissile. Là, on voit que la réponse, elle est plus forte. Jusqu'où, en fait, est-ce que l'Iran pourrait aller cette fois, selon vous? Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un affaiblissement du côté iranien. On ne sait pas jusqu'à quel point ils vont pouvoir tenir. On voit qu'il y a une incapacité, en tout cas, à se défendre sur le sol iranien. Ça, c'est assez intéressant. Et ça montre aussi la force de frappe d'Israël et la force de ses services de renseignement sur le terrain. Ce qu'on est aussi en train de voir, c'est que jusqu'à quand l'Iran va pouvoir tenir. Ça, c'est véritablement la question. L'Iran n'est pas forcément en mesure de contre-attaquer systématiquement, même si évidemment dans le passé il y a eu beaucoup de menaces, il y a eu beaucoup de discours très menaçants du côté iranien. Là on voit que finalement entre les discours et les actes, les Israéliens sont passés aux actes, la mèche vient d'être allumée et du côté israélien on parle à peu près d'une semaine. On va s'attendre certainement dans les jours qui viennent et dans la prochaine semaine d'autres attaques ciblées du côté israélien. Et du côté iranien, ce qu'on a vu dans le passé, c'est intéressant ce que vous amenez de faire une comparaison avec ce qu'on a vu ces derniers temps. Du côté iranien, on a l'impression que les moyens sont un peu limités parce on se fait entre des moyens au niveau des drones et des missiles. Alors, et l'ensemble des missiles qui ont été envoyés sur le territoire israélien ont été en effet interceptés. Donc là, on a l'impression que quand même en termes de rapport de force, en tout cas en termes de capacité de frappe, de force de frappe, Israël a une puissance qu'on ne voit pas forcément en ce moment du côté iranien, mais les Iraniens peuvent sortir à la dernière minute d'autres moyens qu'on n'avait peut-être pas envisagés. En même temps, il y a des dirigeants du corps des gardiens de la Révolution qui ont été ciblés, qui ont été tués dans ces attaques-là. Comment est-ce que ça peut affecter la capacité de l'Iran à mobiliser ses forces, à répondre à cette attaque? Oui, absolument. Les cibles ont été très, très précis. On parle du chef des gardiens de la Révolution, M. Salami. On parle du chef d'état-major, M. Borrelli. Il y en a eu d'autres. On sait que différents scientifiques qui travaillaient sur le dossier nucléaire ont été attaqués. Les figures qui ont été ciblées et visées sont des figures qui occupent des postes stratégiques, qui sont à des pouvoirs décisionnels. C'est des figures militaires. Donc c'est certain que ça va venir affaiblir le côté iranien. Le guide suprême a déjà nommé les personnes qui vont remplacer ces dirigeants qui ont été visés, mais c'est certain qu'à partir du moment où vous touchez des figures clés, c'est aussi un message très fort et c'est vraiment de toucher, si vous voulez, le cœur, la symbolique. La question aujourd'hui que beaucoup d'Iraniens se posent, c'est est-ce que la prochaine cible sera le guide suprême lui-même, Ali Khamenei. On ne sait évidemment pas où il se trouve en ce moment. Et d'ailleurs, le peuple iranien lui reproche de se cacher et d'envoyer des messages, mais on ne sait absolument pas où il est. Et c'est certain que je pense que aussi du côté du guide suprême, il y a des risques que sa vie soit, en tout cas, qu'il soit la prochaine cible des prochaines attaques dans les jours qui viennent. Considérant la précision des renseignements qu'on a pu voir du côté d'Israël dans cette attaque, et vous me parlez du guide suprême, ça m'amène à une question sur le peuple iranien. Parce que cette attaque-là, clairement, vous le dites, on voit que l'Iran n'est peut-être pas capable de répondre à la hauteur. Quel impact ça peut avoir sur la population iranienne et son appui ou non à l'ayatollah Khamenei?
Oui, ben écoutez, de toute façon, ce régime, on l'a vu avec les mouvements de contestation, a très peu de légitimité auprès de sa population. Alors, vous voyez, le sentiment est très partagé parce que l'ensemble des Iraniens, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et toute la diaspora iranienne aussi à l'intérieur, s'inquiète énormément de ce qui se passe aujourd'hui en Iran. On parle quand même de vie humaine, on parle de dignité humaine, on parle de famille, d'enfants, de civils. Ça, évidemment, c'est toujours très problématique, hein. Quand vous ciblez même des cibles militaires, évidemment, la question des civils se pose. Du côté iranien, le sentiment est partagé, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de craintes, ce qui est tout à fait légitime dans un contexte comme celui-là. Et en même temps, on a vu quand même certains opposants au régime en disant mais on est très content, on est heureux que Israël, en tout cas, attaque les Oui. cibles du gouvernement et les figures clés de la République islamique. Donc, évidemment, si ça ne pouvait que s'arrêter à ça, évidemment, vous imaginez que tous les opposants à la République islamique se réjouissent d'une façon ou d'une autre, mais évidemment, à côté de ça, on ne peut pas oublier les civils et les dommages collatéraux que ces frappes vont avoir sur la population, sur les civils et sur la population civile iranienne. Je me dois de vous parler du dossier nucléaire parce qu'il y a des scientifiques, des grands scientifiques du nucléaire iranien qui ont été tués et il y a des installations qui ont été ciblées. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour le programme nucléaire iranien? Et aussi, on a appris que l'Iran se retirait des discussions avec les États-Unis. Est-ce que c'est la fin de ces discussions? Est-ce qu'on n'aura pas d'entente? Oui, eh bien, écoutez, on a tenté en 2015 d'aller vers cet accord historique qui est complètement, qui est tombé complètement à l'eau, qui n'a absolument pas abouti. Donald Trump avait énormément critiqué cet accord qui, à l'époque, en 2015, je rappelle, avait été qualifié d'accord historique. On est vraiment loin d'un contexte d'apaisement, loin d'un contexte de dialogue et de diplomatie. Ce qu'on sait avec les attaques qui viennent d'avoir lieu, c'est que plusieurs sites nucléaires ont été touchés. On parle des réacteurs qui se situent dans la ville d'Arak, à Natanz. Vous avez vraiment un des sites nucléaires, un des sites les plus importants. Vous avez des sites militaires à Téhéran qui ont été touchés. C'est intéressant aussi de regarder la cartographie de la ville de Téhéran. C'est principalement le nord, l'est, l'ouest et le centre qui ont été touchés pour le moment. Donc, quasi pour dire l'ensemble de la capitale iranienne. Le sud a été un peu moins touché, mais en tout cas, c'est ce qui a été amené. C'était l'objectif premier, c'était de dire cette attaque du côté israélien qui se fait aujourd'hui, l'objectif premier est de lutter contre le programme nucléaire iranien. Et certainement, on peut imaginer, en termes d'hypothèse, même si on n'a pas encore de confirmation, que les services secrets, la Mossad, qui est donc en présence physique sur le territoire iranien, a certainement eu des informations qui ont fait en sorte qu'ils arrivent à cette décision. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la conclusion que la menace nucléaire iranienne est imminente. Et donc, à partir du moment où cette menace est imminente, on va évidemment attaquer avant de se faire attaquer. Donc, je pense que les Israéliens ont pris les devants parce qu'évidemment, on n'est pas arrivé à un accord. Et Donald Trump, le président Donald Trump l'a bien souligné en disant, on a tenté, en tout cas de son point de vue, il y a une tentative d'aller vers une discussion, mais malheureusement, dans un contexte comme celui-là et ce qu'on a vu, en tout cas les derniers mois, c'est pas du tout un contexte favorable à la discussion et à la diplomatie. En 10 secondes, est-ce que le Canada a un rôle à jouer dans ce qui se passe en ce moment ou est-ce qu'on est des observateurs lointains? Je pense que le Canada pourrait jouer le rôle de médiateur. Vous savez, il y a toute une historique de cette diplomatie et de la médiation canadienne. Ça montre aussi malheureusement que si on est arrivé à cet état de fait, c'est qu'il y a un échec de la diplomatie. Je pense que la communauté internationale est responsable. L'ensemble des pays sont concernés. On est en train de parler quand même ici du nucléaire. Si un des sites va être touché et s'il y a des risques de propagation, ce n'est pas seulement l'Iran et Israël qui sont concernés. Je pense que là, le monde est en train d'arrêter en fait un peu son souffle. On est tous très inquiets de la situation aujourd'hui. Le Canada, pour moi, pourrait jouer un rôle de médiateur, même si on a l'impression que c'est peut-être un peu tard d'arriver avec une posture de médiation. Il aurait fallu évidemment faire un travail en amont et d'éviter de toutes les façons possibles et avec tous les moyens et les outils que la diplomatie peut nous offrir, d'éviter d'être arrivé sur ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Annie Zaïe, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes iranologue. Merci beaucoup. Merci à vous.